C. Objectifs pour lesquels la méthode convient particulièrement. L'analyse du sens que les acteurs donnent à leurs pratiques et aux événements auxquels ils sont confrontés, leur représentation sociale, leur système de valeurs, leurs repères normatifs, leurs interprétations de situations conflictuelles ou non, leur lecture de leurs propres expériences, etc. L'analyse d'un problème précis, ses données, les points de vue en présence, ses enjeux, les systèmes de relations, le fonctionnement d'une organisation, etc. La reconstitution de processus d'action, d'expériences ou d'événements du passé. Les trajectoires de vie dans leur dimension sociale et individuelle. Des principaux avantages. Le degré de profondeur et de finesse des éléments d'analyse recueillis. La souplesse et la faible directivité du dispositif qui permet de récolter les témoignages et les interprétations des interlocuteurs en respectant leur propre cadre de référence, leur langage et leur catégorie mentale. Limites et problèmes. Comme pour toutes les méthodes qualitatives, l'utilisation correcte et féconde de l'entretien nécessite le respect d'un ensemble de principes et de règles, comme celles exposées dans l'étape exploratoire, qu'il n'est pas aussi facile de mettre en œuvre qu'il y paraît. Seule l'expérience, systématiquement évaluée, permet d'acquérir, au fil du temps, ce qu'on appelle du métier. Outre les principes et les règles générales, certaines méthodes particulières ont leur propre procédure et supposent le respect de recommandations techniques. Un problème avec certaines méthodes qualitatives relativement peu codifiées et formalisées, du moins apparemment, est que le chercheur débutant qui les applique n'est pas forcément en mesure de se rendre compte de son incompétence et peut croire qu'elles sont à sa portée. La découverte de bons ouvrages de référence l'aidera à se rendre compte du chemin à parcourir, mais aussi que ce chemin est à sa portée s'il est prêt à s'en donner les moyens et à s'imposer un minimum de discipline. A l'inverse, la souplesse même des méthodes d'entretien pourrait insécuriser ceux qui ne peuvent travailler avec sérénité sans directive technique précise, de préférence quantitative. La maîtrise des aspects techniques de la méthode reste vaine si le chercheur ne dispose pas d'une bonne formation générale, psychologique, culturelle, historique, politique, sociologique, dans laquelle il pourra puiser des ressources intellectuelles lui permettant de saisir la portée de certains propos, de les contextualiser, par suite, d'engager au fur et à mesure l'entretien vers les meilleures voies. Si les qualités intellectuelles sont importantes, les qualités humaines le sont presque autant, en particulier la capacité d'écouter son interlocuteur et de se mettre à sa place, sans pour autant devoir approuver ses pratiques et ses propos. Savoir adopter avec naturel une attitude de neutralité bienveillante, susciter la confiance, être sensible sans sensiblerie, n'est pas donné à tout le monde. À ce niveau encore, le chercheur doit être au clair avec lui-même et rester capable de s'auto-évaluer. Contrairement aux enquêtes par questionnaire, par exemple, les éléments d'information et de réflexion recueillis par la méthode de l'entretien ne se présentent pas d'emblée sous une forme qui appelle un mode d'analyse particulier. Ici, plus qu'ailleurs peut-être, les méthodes de recueil et d'analyse des informations doivent être choisies et conçues conjointement. F. Méthode complémentaire. En recherche en sciences sociales, la méthode des entretiens est presque toujours associée à une méthode d'analyse de contenu. Au cours des entretiens, il s'agit en effet de faire surgir un maximum d'éléments d'information et de réflexion qui serviront de matériaux à une analyse de contenu systématique qui répondent aux exigences d'explicitation, de stabilité et d'intersubjectivité des procédures. On y reviendra dans la prochaine étape. Enfin, dans la plupart des cas, les entretiens font partie d'un dispositif méthodologique d'ensemble comprenant notamment des observations directes et du recueil de documents portant sur le phénomène analysé. Par exemple, le chercheur qui veut analyser un aspect du fonctionnement d'une organisation procédera à des entretiens, fera des observations sur place et rassemblera un certain nombre de documents sur cette organisation, comme des procès-verbaux de réunion ou des rapports d'activité. L'entretien doit alors être conçu dans sa complémentarité avec ces autres méthodes. Formation requise. D'une manière générale, l'aptitude à retirer le maximum d'éléments intéressants de l'entretien est liée à la culture générale et à la formation théorique du chercheur, à sa lucidité épistémologique et à son expérience. D'une manière plus spécifique, connaissance théorique et pratique élémentaire des processus de communication et d'interaction interindividuelle, psychologie sociale. Formation théorique et pratique aux techniques d'entretien, voir ce qui est écrit dans l'étape 2 à propos des entretiens exploratoires. 5.3 L'observation directe. A. Présentation.
Il s'agit ici d'une méthode au sens strict, fondée sur l'observation visuelle, non de l'observation en tant que 5e étape de la démarche dans cet ouvrage. Comme on l'a vu plus haut, les méthodes d'observation directe constituent les seules méthodes de recherche en sciences sociales qui captent les comportements au moment où ils se produisent sans l'intermédiaire d'un document ou d'un témoignage. Dans les autres méthodes, au contraire, les événements, les situations ou les phénomènes étudiés sont reconstitués à partir des déclarations des acteurs, enquêtes par questionnaire et entretien, ou des traces laissées par ceux qui en furent les témoins directs ou indirects, analyse de documents. En sciences sociales, les observations peuvent porter sur une grande diversité de phénomènes, par exemple les pratiques collectives, les comportements des acteurs, le fonctionnement des organisations ou la disposition des usagers d'un espace quelconque. Le champ d'observation du chercheur est a priori infini et ne dépend en définitive que des objectifs de son travail et de ses hypothèses. À partir de celles-ci, l'acte d'observer sera structuré, dans la plupart des cas, par une grille d'observation préalablement constituée. Un des intérêts de cette méthode est qu'elle permet d'observer des pratiques et comportements imprévus, voire surprenants par rapport à ce qui était attendu par les hypothèses ou pressenti par les idées préconçues du chercheur, obligeant ce dernier à les remettre en question, jusqu'à, si nécessaire, reformuler ses hypothèses, parfois même, sa question de recherche. Les modalités concrètes de l'observation sont très différentes selon que le chercheur adopte par exemple une méthode d'observation participante de type anthropologique ou, au contraire, une méthode d'observation non participante dont les procédures techniques sont plus formalisées. Entre ces deux pôles, qui seront brièvement présentés dans le point suivant, se situent des dispositifs intermédiaires. B. Variante. L'observation participante est logiquement celle qui répond globalement le mieux aux préoccupations habituelles des chercheurs en sciences sociales. Ces principes ont été forgés dans la recherche ethnologique et anthropologique, dans des contextes culturels non européens, souvent liés à la colonisation. Aujourd'hui, elles se pratiquent couramment au sein de toutes les sociétés, notamment européennes. Elles consistent à étudier un groupe ou une communauté durant une relativement longue période en participant à la vie collective. Le chercheur peut alors saisir les modes de vie de l'intérieur et dans le détail, en s'efforçant de les perturber aussi peu que possible. Il doit faire sienne l'idée, lumineusement exposée par Erving Goffman dans son livre Asile. Étude sur la condition sociale des malades mentaux, Paris, minuit, 1968, selon laquelle toute manière de vivre apparaît normale et sensée lorsqu'on la remet dans son contexte. D'où l'importance, pour le chercheur, de s'imprégner de ce contexte par une fréquentation suffisamment longue. La validité de son travail repose notamment sur la précision et la rigueur des observations ainsi que sur la confrontation continuelle des observations et des hypothèses interprétatives dans un mouvement itératif, c'est-à-dire d'aller et retour constant entre le travail de terrain et la réflexion du chercheur, ou encore entre ses observations et ses hypothèses, voire notamment JP. Olivier de Sardan, La rigueur du qualitatif. Les contraintes empiriques de l'interprétation socio-anthropologique, Louvain-la-Neuve, Academia Brûlant, 2008. Le chercheur sera particulièrement attentif à la reproduction ou au nom des phénomènes observés ainsi qu'à la convergence entre les différentes informations obtenues qu'il s'agit de recouper systématiquement, notamment en multipliant les sources. C'est ce qu'on appelle le principe de triangulation, ibidem, p. 79 à 80. C'est à partir de pareilles procédures que les logiques sociales et culturelles des groupes étudiés pourront apparaître le plus clairement et que les hypothèses pourront être testées et affinées, voire plus loin la field research. L'implication intime dans la vie d'un groupe ou d'une communauté peut affecter en profondeur le chercheur dans sa propre vision de l'existence et du monde ainsi que dans son lien aux autres. L'élucidation de cette expérience marquante est indispensable et peut être, en elle-même, source d'enseignements précieux. Les méthodes d'observation non participantes présentent, quant à elles, des profils très différents, leur seul point commun étant que le chercheur ne participe pas à la vie du groupe, qu'il observe donc de l'extérieur. L'observation peut être de longue ou de courte durée, faite à l'insu ou avec l'accord des personnes concernées, ou encore être réalisée sans ou avec l'aide de grilles d'observation détaillées. Par exemple, un chercheur peut demander d'assister systématiquement à une série de cours dans une classe d'école secondaire pour analyser les comportements des élèves ou des enseignants en interaction ou encore aux réunions d'une association dont il souhaite étudier le fonctionnement interne. Les grilles d'observation reprennent de manière sélective les différentes catégories de phénomènes ou de pratiques à observer. Elles
peuvent être plus ou moins formalisées et prévoir certaines modalités de quantification, par exemple un calcul des fréquences et des distributions des différentes classes de comportements en vue d'étudier les corrélations entre ces comportements et d'autres variables envisagées par les hypothèses. Cette procédure s'inspire en fait de ce qui se fait depuis de nombreuses années en psychologie, en pédagogie, depuis plus longtemps encore en éthologie animale. Mais, contrairement à ce qui se passe souvent dans ces disciplines, les chercheurs en sciences sociales ne font guère appel à des méthodes d'observation expérimentale, sinon dans des disciplines limitrophes comme la psychologie sociale. Les ressources technologiques modifient les conditions de saisie des pratiques et des situations sociales. Les filmer permet aux chercheurs, ainsi qu'à ses collègues, de percevoir, avec davantage de recul, des détails ou des comportements qui lui auraient échappé au moment même. Ces ressources permettent par ailleurs de mettre en œuvre des dispositifs plus élaborés d'analyse des informations enregistrées. L'enregistrement modifie les conditions de l'observation, qui peut, à la limite, être effectuée sans la présence du chercheur. Il modifie également la nature et l'éventail des objets observés et élargit les possibilités de l'analyse, qui peut être menée avec davantage de recul et collectivement. C'est pourquoi on peut considérer que, à partir d'un certain point, l'observation effectuée à l'aide de ces outils représente, en elle-même, une variable de la méthode d'observation. C. Objectifs pour lesquels la méthode convient particulièrement. Ces objectifs diffèrent en partie avec les différentes formes que peut prendre l'observation. D'une manière générale toutefois, et par définition pourrait-on dire, la méthode convient particulièrement à l'analyse du non-verbal et de ce qu'il révèle, les conduites instituées et les codes comportementaux, le rapport au corps, les modes de vie et les traits culturels, l'organisation spatiale des groupes et de la société, etc. Plus particulièrement, les méthodes d'observation dépourvues de caractère expérimental conviennent à l'étude des événements tels qu'ils se produisent et au moment où ils se produisent. Des principaux avantages. La saisie des comportements et des événements sur le vif. Le recueil d'un matériau d'analyse non suscité par le chercheur est donc relativement spontané. La possibilité d'enregistrer les observations est celle de les analyser ensuite de manière plus approfondie avec davantage de recul et collectivement. La relative sincérité des comportements par rapport aux paroles et aux écrits. D'une manière générale, l'individu moyen a appris à contrôler son expression verbale, en revanche très peu de personnes ont appris à maîtriser le langage du corps. On s'y révèle donc plus spontanément. Limites et problèmes. Les difficultés couramment rencontrées pour se faire accepter comme observateur par les groupes concernés. La présence de l'observateur peut affecter, voire perturber la situation observée. Le problème des traces. Le chercheur ne peut se fier à sa seule mémoire des événements saisis sur le vif car la mémoire est sélective et éliminerait une multitude de comportements dont l'importance ne serait pas apparue immédiatement. Comme la prise de notes au moment même n'est pas toujours possible ni souhaitable, la seule solution consiste à transcrire les comportements observés immédiatement après l'observation. En pratique, il s'agit souvent d'une réelle corvée en raison de la fatigue et des conditions de travail parfois éprouvantes. Ce « journal de bord » du chercheur doit comporter également le compte-rendu des difficultés éprouvées, des réactions des personnes rencontrées à son égard, de ses propres questionnements de chercheur. En relisant les notes de son journal avec le recul du temps, en les partageant avec des collègues de confiance, il appréhendra mieux la portée et les limites de son travail, il en percevra certaines lacunes qu'il pourra combler, il pourra corriger certains de ses propres comportements problématiques et progresser dans l'acquisition du métier. Puis encore, en procédant, à partir de son journal, à ce qu'on appelle parfois l'enquête sur l'enquête, il en retirera indirectement des enseignements sur son objet de recherche. Nous reviendrons sur ce point dans la conclusion, 7e étape. Le problème de l'interprétation des observations. L'utilisation de grilles d'observation très formalisées facilite l'interprétation, mais, en revanche, celle-ci risque d'être relativement superficielle et mécanique en regard de la richesse et de la complexité des processus étudiés. Pour ce qui concerne l'observation de type anthropologique, l'interprétation se réalise le plus souvent au fur et à mesure, dans le cadre d'une démarche essentiellement inductive. La difficulté pour les chercheurs débutants est de procéder avec méthode et rigueur alors que la démarche est relativement peu formalisée. Le respect de quelques principes clés est indispensable et les aidera fortement, notamment le principe de triangulation évoqué ci-dessus. Un autre principe est celui de la saturation,
exposé plus haut dans cette partie à propos de l'échantillon. Différents ouvrages, indiqués plus loin, procurent des conseils précieux à cet égard en exposant des dispositifs méthodologiques relativement précis. F. Méthode complémentaire. La méthode de l'entretien, normalement suivie d'une analyse de contenu, est certainement la plus utilisée en parallèle avec les méthodes d'observation. Leur complémentarité permet en effet d'effectuer un travail d'investigation en profondeur qui, lorsqu'il est mené avec la lucidité et les précautions d'usage, présente un degré de validité satisfaisant. Des manières les plus diverses, les chercheurs font couramment appel à des observations de type anthropologique, mais de durée limitée, pour suppléer les carences de méthodes de recherche plus formalisées dont la rigueur technique a souvent pour corollaire un manque d'imagination et de sensibilité sur le plan des interprétations. G. Formation requise. La meilleure est finalement la seule véritable formation à l'observation et la pratique. L'œil de l'expert ne s'aiguise pas en quelques semaines de travail. C'est une longue et systématique confrontation entre la réflexion théorique, inspirée de la lecture des bons voteurs, et les comportements observables dans la vie collective qui a produit les observateurs les plus pénétrants, ceux dont les sciences sociales se souviennent et que l'on prend aujourd'hui pour modèle. Il faut donc apprendre à observer, en observant, si on en a l'occasion, comparer ses propres observations et interprétations à celles des collègues avec lesquels on travaille. 5.4 La méthode des parcours commentés. A. Présentation. Cette méthode, telle que développée à la fin des années 1990 par l'équipe du Cresson à l'Université de Grenoble, s'intéresse tout particulièrement à l'expérience vécue d'un espace public par ses usagers. Elle consiste à produire des comptes rendus de perception en 3 mouvements: marcher, percevoir et décrire. J.P. Thibault, La méthode des parcours commentés, in Monsieur Grosjean, J.P. Thibault et P. Anfou, L'espace urbain en méthode, Marseille, parenthèse, 2001, p. 81. Le dispositif méthodologique prévoit plusieurs étapes qui se succèdent dans un ordre strict. Tout d'abord, avant d'entamer le parcours qui dure de l'ordre de 20 minutes, l'informateur, usager habituel, simple passant, touriste, sans domicile fixe, reçoit un certain nombre de consignes qui l'invitent à mettre des mots sur ses perceptions, décrire ce qu'il voit et ressent, partager ses sensations, mobiliser l'ensemble de ses sens, décrire les ambiances. Le chercheur et son informateur parcourent ensuite un espace public ensemble, le périmètre d'investigation étant délimité par le chercheur en fonction des objectifs de sa recherche, l'informateur ayant le choix du parcours et étant autorisé à s'arrêter, à revenir en arrière comme bon lui semble. Pendant le parcours, le chercheur n'intervient quasiment pas. Celui-ci terminé, lors d'un entretien semi-directif relativement court, l'informateur est invité à retracer le trajet sur une simple feuille ou sur un plan. Lorsque l'espace traversé est relativement complexe, le chercheur sera attentif à la façon de nommer, de décrire, de qualifier, d'évaluer, de distinguer les lieux ou des événements s'y déroulant. Cet entretien est aussi l'occasion pour le chercheur d'aborder des questions générales en lien direct avec sa problématique de recherche. Le chercheur recompose ensuite les descriptions en triant, sélectionnant et classant les extraits les plus significatifs relatifs à un même lieu. Des récits de parcours idéotypiques, au sens weberien du terme, sont ainsi produits. À la suite de quoi, le chercheur retourne seul sur le terrain afin de replacer ces descriptions dans leur contexte d'émergence, en tentant de suivre leur production au fur et à mesure du cheminement et de rapporter les descriptions à ce qui est observable in situ. B. Variante. Certains auteurs, voire par exemple M. Després, Eslor, Pénegron-Poblette, placer la mobilité dans son contexte, le parcours commenté, un outil de recueil et d'analyse de données de mobilité, recherche transport sécurité, la mobilité en méthode, Paris, Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, 2019, 21p, L0214691, traduisent en anglais la méthode des parcours commentés par Goalom méthode, tendant ainsi à les assimiler où, soulignant à tout le moins ce qui les rassemble. Distinctes quant à leurs origines, françaises pour la méthode des parcours commentés, nord-américaines pour la Goalom méthode, ces deux méthodes sont mobiles et partagent le fait qu'elles attendent de l'informateur qu'il mette des mots sur ses perceptions et sont vécues au cours d'un déplacement partagé avec le chercheur, partant du postulat que le cheminement in situ va stimuler la parole et permettre de contextualiser l'expérience vécue par les informateurs.
Il n'est pas rare que des chercheurs construisent leurs dispositifs méthodologiques en mobilisant quasi indistinctement les références fondatrices de l'une et l'autre méthode, contribuant ainsi à flouter la frontière entre elles par un processus d'hybridation méthodologique. Plus que les dénominations, il semble que ce soit aujourd'hui la diversité des pratiques qui témoigne de l'existence de variantes. De ce point de vue, plusieurs critères sont déterminants. Le rôle de guide peut être soit négocié, soit endossé par l'informateur ou le chercheur. Le degré et le type d'intervention du chercheur pendant le parcours peuvent aller de rares demandes de clarification des propos de l'informateur et s'en tenir là à un important questionnement préalablement préparé autour des thèmes centraux de la recherche. Le mode de déplacement, la marche, l'automobile, le bus, le tram, le train. Ces critères dessinent des options méthodologiques potentiellement contrastées. À titre d'exemple, on comprend aisément qu'un parcours en automobile se démarquera nettement d'un parcours pédestre sur de nombreux points, les perceptions et représentations de l'espace traversé, la coprésence d'autres usagers, les interactions chercheur-informateur, la capacité de s'arrêter à tout moment ou de faire un retour en arrière, la distance potentiellement parcourue. De même, selon la posture qu'il veut adopter, garder une position haute en contrôlant l'interaction ou choisir une position basse au risque d'être dérouté par un informateur proactif, le chercheur privilégiera une option plutôt que l'autre. Mais in fine, c'est toujours la question de recherche qui devrait le guider dans ses choix, pour retenir le dispositif le plus à même d'y répondre de façon pertinente. C. Objectifs pour lesquels la méthode convient particulièrement. La méthode des parcours commentés convient parfaitement pour l'étude des pratiques spatiales, les recherches s'intéressant à l'expérience vécue d'espace public, celles portant sur la mobilité quotidienne des usagers en tant qu'expérience sensible. Les études accordant de l'importance aux contextes locaux dans lesquels s'inscrivent les phénomènes sociaux ou aux interactions entre actions et contextes. L'étude des perceptions se déployant dans l'interaction individu-environnement, pas in abstracto, mais en contexte. Des principaux avantages. La méthode cherche à capitaliser sur les points forts de l'entretien semi-directif et de l'observation au sens strict, en cherchant à accéder aux perceptions des informateurs via leurs propos tout en les connectant aux contextes dans lesquels elles émergent. En sciences humaines et sociales, de nombreux courants théoriques et méthodologiques soulignent la nécessité d'appréhender les pratiques sociales dans leur contexte. Ces approches insistent alors sur la précision indispensable des notes de terrain, des descriptions des contextes d'entretien, des comptes rendus d'observation. Mais la méthode des parcours commentés fait partie des rares méthodes qui tentent de saisir la façon dont le contexte sensible avec ses composantes physiques, matérielles et environnementales agit sur la perception et le vécu d'un individu pendant le déroulement même d'une action. La mobilité est appréhendée à partir d'une méthode mobile qui tente de saisir l'expérience dans son déroulé. Le fait que l'informateur prenne la main pour définir le parcours est susceptible de rééquilibrer à son avantage le rapport de pouvoir entre lui et le chercheur, de même qu'il peut favoriser le partage de son expérience. Limites et problèmes. Pour ses promoteurs, la méthode des parcours commentés se situe immanquablement dans une démarche interdisciplinaire. Ainsi, à titre d'exemple, un ingénieur du son pourrait être mobilisé pour traiter de phénomènes acoustiques ou un architecte pour donner son éclairage sur la conception d'une place ou d'un bâtiment. Faute de disposer ou de pouvoir mobiliser de telles compétences, le chercheur en sciences humaines et sociales ne pourra que se recentrer sur les descriptions sur site, ce qui constitue néanmoins bien le cœur de la méthode. Certaines données récoltées sont de nature très éphémère dans la mesure où le contexte sensoriel d'un site est sujet à de grandes variations en fonction du moment de la journée, du jour de la semaine, de la saison où le parcours a lieu, ou encore des conditions météorologiques ou du degré d'affluence, par exemple. Comme pour les entretiens, les capacités réflexives et langagières ont une influence directe sur les descriptions des informateurs. F. Méthode complémentaire. Préalablement à l'organisation de parcours commentés, l'observation directe peut aider le chercheur à affiner sa problématique, ainsi qu'à délimiter le périmètre d'investigation. Pour les études où l'expérience de la spatialité est première, la méthode des parcours commentés peut utilement venir enrichir des cartographies de mobilité constituées à partir d'enquêtes par questionnaire ou de relevés de déplacement en rendant compte de l'expérience concrète de la mobilité pour les informateurs. Bien que récoltés en mouvement, les parcours commentés sont des entretiens. Tout comme ceux-ci, une fois récoltés,
ils vont être analysés, ce qui va nécessiter la mobilisation d'une méthode d'analyse de contenu, telle que celle présentée à l'étape suivante. G. Formation requise. Dès lors que la méthode des parcours commentés ou la Go-Along méthode relève à la fois de l'entretien semi-directif et de l'observation directe, ambitionnant de cumuler leurs avantages sans rencontrer leurs limites, les compétences requises pour les mettre en œuvre sont celles présentées au point précédent. À ces dernières, il convient d'ajouter une capacité de concentration de tous les instants en raison de la multiplicité des tâches que le chercheur est appelé à accomplir de façon quasi simultanée, observer l'informateur, prêter attention à ses perceptions et représentations, le pousser à expliciter ses propos parfois, tenter de saisir les éléments de contexte qui importent pour lui. 5.5 Le jeu du réseau socio-spatial, Socio-Spatial Network Game. A. Présentation. Le jeu du réseau socio-spatial est un support pour l'analyse des interactions socio-spatiales des participants, chacun d'entre eux étant amené à représenter visuellement les membres de son réseau, parfois seulement ceux qui comptent pour lui, tout en les localisant spatialement et en décrivant ses pratiques, ses représentations, ses sensations en fonction des questions du chercheur. Le jeu est donc un outil méthodologique qui vise à favoriser l'implication et l'application des participants, notamment de participants ayant besoin d'être soutenus dans leur concentration comme des enfants. Il se présente sous la forme d'un jeu de plateau sur lequel chaque participant est invité à représenter à l'aide de feuilles, de blocs, de personnages, de pions, de palets, de figurines multiples et variées, ces différents lieux de vie et les connexions qu'il établit entre eux. L'usage de ces différents éléments est explicité aux participants, qui va ensuite les disposer sur le plateau tout en commentant ce qu'il fait, ce qui permet au chercheur de le suivre dans ses actions tout en ayant accès à ses significations ainsi verbalisées. Les hésitations, modifications et revirements sont aussi consignés. Une fois le tableau terminé, le chercheur peut inviter le participant à préciser ou à expliciter certains choix. Le tableau est photographié pour les besoins de l'analyse, cela permet aussi d'y revenir lors d'une rencontre ultérieure. Le plateau sera tantôt l'objet central de l'analyse, c'est généralement le cas en géographie sociale où la méthode a été lancée, tantôt le support à un entretien semi-directif plus classique portant sur les pratiques ou les interactions dans les lieux représentés, ce qui est davantage le cas en sociologie. B. Variantes. Sans être de véritables variantes, d'autres outils que le jeu du réseau socio-spatial ont pour principal objectif d'aider les participants dans la reconstitution et la présentation de leur réseau. Le générateur de noms, ou ensemble de questions invitant chaque participant à lister les membres de son réseau correspondant à la formule d'invitation du chercheur, les membres de votre famille, les personnes qui comptent pour vous, celles qui vous ont apporté de l'aide au cours des 6 derniers mois, est sans doute le plus répandu. Une abondante littérature discute de la pertinence, des apports et des limites des différentes approches, questions centrées sur les interactions, sur l'importance des liens ou sur les soutiens et pourvoyeurs de ressources en fonction des objectifs de la recherche. C. Bidar, J. Charbonneau, How to Generate Personal Networks, Issue and Tools for Sociological Perspective, Field Methods, 23, Proy, 2011, 266 à 286. Une fois le réseau identifié, des interprètes de noms sont alors généralement mobilisés pour récolter des informations sur ses membres, rôles, fonctions, degrés de proximité, qualité relationnelle et des interprètes de dyades pour collecter des informations sur les liens entre les membres du réseau, interconnaissance, entraide. Cet exercice de caractérisation des liens peut s'avérer fastidieux dès que le réseau prend de l'ampleur. Là aussi, des outils, nombreux, ont été développés pour faciliter cette tâche. L'appréhension de la trame du réseau social, Social Network Grid, à partir d'un tableau à double entrée où les lignes représentent les individus et les colonnes les variables d'intérêt du chercheur est assez classique, E.M. Tracy et J.K. Whittaker, The Social Network Map, Assessing Social Support in Clinical Practice, Family in Society, 71, émoticône n'en croyant pas ses yeux, 1990, 461 à 470. De nombreuses méthodes de représentation visuelle du réseau ont aussi été développées dans le but de soutenir le répondant dans cet exercice. Certains de ces modes de représentation sont hiérarchiques, d'autres non.
Les sociogrammes en forme de cible font partie des premiers. L'emboîtement des différents cercles concentriques symbolise la hiérarchie des liens pour le répondant, représenté par le cœur de la cible. La définition des différents cercles peut être totalement laissée à la subjectivité du répondant, qui détermine alors les seuils d'importance à sa guise, ou prédéterminée par le chercheur qui identifiera par exemple le premier cercle comme celui des personnes dont le répondant ne peut se passer, le deuxième comme celui des personnes importantes sans être indispensables. Dans les représentations non hiérarchiques, les parties du réseau social ou cercles sociaux, cercle familial, cercle amical, cercle des collègues, cercle scolaire, sont symbolisées par des zones placées côte à côte, sans aucune hiérarchie entre elles. Dans tous les cas, la segmentation raisonnée du réseau invite le répondant à examiner ainsi systématiquement toutes ses composantes. Sans lien avec l'analyse des réseaux sociaux, il existe d'autres outils qui ont également été développés pour stimuler la participation active des informateurs. D'une certaine façon, la méthode des parcours commentés présentée au point précédent en fait partie. L'usage du dessin ou de la photographie est un grand classique dans plusieurs domaines de recherche, de celles qui traitent de l'aménagement du territoire à celles qui ont pour objet les relations familiales. Mais il y en a bien d'autres. À titre d'exemple, nous présenterons rapidement une dernière méthode où la dimension visuelle est à nouveau centrale, la carte des émotions, Emotion Map. Développée à l'origine en sociologie pour étudier les relations familiales quotidiennes, J. Gab, Researching Intimacy in Family, Basingstoke UK, Palgrave Macmillan, 2008, la carte des émotions visualise les interrelations entre des espaces, des pratiques et des émotions. Le participant est d'abord invité à dessiner le plan d'un lieu, maison, quartier, vue du haut, puis la placer des émoticônes signifiant les diverses émotions, joie, indifférence, colère, qu'il associe aux différents espaces qu'il a représentés ou aux activités qui s'y déroulent, avant d'être invité à s'expliquer sur sa production. Selon la question de recherche, d'autres habitants du lieu peuvent également être invités à faire de même, voire à répéter l'opération après quelque temps s'il s'agit, par exemple, de saisir des évolutions. C. Objectifs pour lesquels la méthode convient particulièrement. En termes de thématiques de recherche, la méthode est particulièrement bien adaptée pour l'étude des représentations et des pratiques spatiales, l'étude de la façon dont l'espace est travaillé par les acteurs et de la façon dont il contraint, limite ou constitue une ressource pour eux, ainsi que les études des pratiques de mobilité. Plusieurs méthodes présentées ont été spécifiquement développées pour l'analyse du réseau social des informateurs. En tant que dispositif participatif, ces méthodes peuvent être utilement mobilisées auprès de publics dont il faut pouvoir soutenir l'attention, comme des enfants ou des personnes ayant des troubles cognitifs par exemple. Des principaux avantages. La formule du jeu permet de maintenir l'attention d'un public peu habitué à devoir se concentrer pendant de longues périodes. Le temps de la constitution du plateau, elle donne aussi un rôle central au participant qui représente son monde à son rythme. Il en est de même pour d'autres outils présentés en variante, comme la carte des émotions. En tant qu'intermédiaire entre le chercheur et le participant, le jeu du réseau socio-spatial et les outils de visualisation captent une part de l'attention et réduisent la tension inhérente à une situation de face-à-face entre deux inconnus, où l'un est invité à répondre aux questions posées par l'autre. Limites et problèmes. Le jeu est sans doute à éviter avec un public qui pourrait le considérer comme enfantin et qui refuserait dès lors de s'y impliquer. D'autres personnes, éprouvant de grosses difficultés à se situer dans l'espace ou à représenter une disposition spatiale, pourraient ne pas souhaiter se livrer à l'exercice de peur de paraître incompétentes. F. Méthode complémentaire. Le jeu du réseau socio-spatial est un outil participatif qui sert de support à un entretien. Sans nier l'intérêt de l'étude du plateau réalisé dans la première phase de la rencontre, l'entretien réalisé devra, comme tout autre, faire l'objet d'une analyse de contenu, telle que celle présentée à l'étape suivante. G. Formation requise. Outil de stimulation à la participation, le jeu du réseau socio-spatial requiert les compétences nécessaires à la fois pour la conduite d'un entretien semi-directif et pour l'observation directe, présentée au point précédent. 5.6 Le recueil des données existantes, données secondaires et données documentaires. A. Présentation. L'analyse secondaire consiste à utiliser pour sa propre recherche un matériau récolté par d'autres et en fonction d'un autre objectif.
Les types de documents et de sources mobilisables de la sorte sont nombreux et variés: statistiques d'instituts nationaux de statistiques ou d'organisations internationales, archives et bases de données publiques ou privées, résultats d'enquêtes antérieures, etc. Ces ressources peuvent s'avérer très utiles pour le chercheur, surtout lorsqu'il s'agit de données que seuls des organismes dotés de moyens importants peuvent rassembler. Mais dans tous les cas, l'idée est qu'il est inutile de consacrer beaucoup de temps et d'énergie à récolter ce qui existe déjà par ailleurs, quitte à ce que la présentation des données ne convienne pas directement et doive subir quelques adaptations. Car le propre des données secondaires et documentaires est bien le fait qu'elles n'ont pas été produites par le chercheur lui-même et qu'elles ne se présentent dès lors pas nécessairement sous une forme qui correspond à ses besoins de recherche. En dépit de ces nombreux avantages, la récolte de données existantes peut poser de nombreux problèmes qui demandent à être résolus d'une manière correcte. À cette condition, on peut la considérer ici comme une véritable méthode de recherche. Des variantes. Elles sont nombreuses et dépendent de la nature des sources et des informations considérées. Du point de vue de la source, il peut s'agir aussi bien de documents manuscrits que de documents imprimés, audiovisuels ou électroniques, officiels ou privés, personnels ou émanant d'un organisme, contenant des colonnes de chiffres ou des textes. Si nous écartons provisoirement le problème de l'analyse des données finalement retenues pour tester les hypothèses et ne nous préoccupons ici que de leur recueil proprement dit, on peut considérer que les trois variantes les plus couramment utilisées dans la recherche sociale sont le recueil de données statistiques, le recueil de documents de forme littéraire émanant d'institutions et d'organismes publics et privés, lois, statuts et règlements, procès-verbaux, publications ou de particuliers, récits, mémoires, correspondances et enfin, de plus en plus souvent aujourd'hui, le recueil de documents audiovisuels tels que des reportages ou interviews réalisés notamment par les chaînes de télévision, archivés par elles, par des archives publiques ou accessibles sur Internet. L'une et l'autre de ces variantes impliquent des procédures différentes de validation des données, mais la logique en est fondamentalement la même. Il s'agit de contrôler la fiabilité des documents et des informations qu'ils contiennent, ainsi que leur adéquation aux objectifs et aux exigences du travail de recherche. Pour ce qui concerne les données statistiques, l'attention portera principalement sur la fiabilité globale de l'organisme émetteur, la définition des concepts et des modes de calcul. Par exemple, le taux de chômage n'est ni défini, ni calculé de la même manière dans tous les pays de l'Union européenne, et leur adéquation par rapport aux hypothèses de la recherche, la compatibilité de données relatives à des périodes différentes ou recueillies par des organismes différents, enfin, la correspondance entre le champ couvert par les données disponibles et le champ d'analyse de la recherche. Pour ce qui concerne les documents de forme littéraire, l'attention portera principalement sur l'authenticité des dits documents, l'exactitude des informations qu'ils contiennent, ainsi que la correspondance entre le champ que couvrent les documents disponibles et le champ d'analyse de la recherche. Pour ce qui concerne les documents audiovisuels, la question de la fiabilité des informations se pose de manière particulièrement aiguë, surtout pour ceux, multiples, qui sont diffusés sur Internet, où se côtoie le meilleur comme le pire, y compris des documents visant délibérément à tromper le public. Nous ne traiterons pas ici de la recherche historique proprement dite, qui constitue une discipline à part entière et exige une formation universitaire spécifique. Soulignons simplement, à l'attention de ceux qui sont attirés à la fois par l'histoire et par d'autres sciences de la société, comme la sociologie, l'anthropologie ou la science politique, que de nombreuses œuvres majeures se situent à la lisière de ces disciplines, notamment en utilisant la méthode historique pour aborder des problématiques de sciences sociales et politiques, comme celle de la formation des États et de la socialisation dans les sociétés modernes, par exemple Norbert Elias, du développement des mouvements sociaux et de la formation des classes sociales, par exemple Edgar P. Thompson, ou de l'émergence des révolutions, par exemple Charles Tilly. C. Objectifs pour lesquels la méthode convient particulièrement. L'analyse des phénomènes qui sont au cœur des politiques publiques et alimentent les statistiques publiques et administratives, régionales, nationales ou supranationales. Et singulièrement l'analyse des phénomènes macrosociaux, démographiques, socio-économiques comme le chômage, le vieillissement de la population ou l'évolution des ménages. L'étude de thématiques qui préoccupent les chercheurs en sciences sociales et font l'objet de programmes internationaux d'enquête sociologique comme la World Value Survey, WVS, ou l'International Social Survey Programme, ISSP. Ces enquêtes abordent diverses thématiques, la famille, les rôles sexués, le travail, la religion, la politique, la citoyenneté, l'immigration,
Réalisées dans de nombreux pays, elles ont aussi le grand avantage d'être répétées périodiquement. Elles autorisent ainsi un travail de comparaison dans le temps et dans l'espace, même s'il ne faut pas sous-estimer la double difficulté de l'équivalence des traductions d'un même questionnaire et de la prise en compte pour l'interprétation des spécificités contextuelles de chaque enquête. Au niveau international, 3 organisations ont un rôle central d'archivage, de fédération, de visibilisation et d'accès aux bases de données, le Council of European Social Science Data Archive, CESDA, l'International Consortium for Political and Social Research, ICPSR, et l'International Federation for Data Organization, IFDO. L'étude des idéologies, des systèmes de valeurs et de la culture dans son sens le plus large. L'analyse des changements sociaux et du développement historique des phénomènes sociaux à propos desquels il n'est pas possible de recueillir des témoignages directs ou pour l'étude desquels les témoignages directs sont insuffisants. L'analyse du changement dans les organisations. Des principaux avantages. L'économie de temps et d'argent qui permet au chercheur de consacrer l'essentiel de son énergie à l'analyse proprement dite. Dans de nombreux cas, cette méthode permet d'éviter le recours abusif aux sondages et enquêtes par questionnaire qui, de plus en plus nombreux, finissent par lasser les personnes trop fréquemment sollicitées. À la décharge des chercheurs professionnels, il faut dire qu'ils ne sont responsables que d'une petite partie des sondages et des enquêtes par questionnaire. Certaines bases de données comptent des milliers, voire des dizaines ou même centaines de milliers d'individus. Cela permet des analyses multivariées testant des modèles complexes, ce qu'un échantillon constitué par un seul chercheur ne permettrait jamais. La mise en valeur d'un important et précieux matériau documentaire qui ne cesse de s'enrichir en raison du développement rapide des techniques de recueil, d'organisation et de transmission des données, en particulier via Internet. Limites et problèmes. L'accès aux documents n'est pas toujours possible. Dans d'autres cas, le chercheur a effectivement accès aux documents mais, pour une raison ou une autre, caractère confidentiel, respect du souhait d'un interlocuteur, il ne peut en faire état. Les nombreux problèmes de fiabilité et d'adéquation des données aux exigences de la recherche obligent parfois le chercheur à renoncer à cette méthode en cours de route. Dès lors, il ne faut s'y engager qu'après une courte enquête sur le caractère réaliste ou non de la démarche. Les données n'étant pas recueillies par le chercheur lui-même selon les critères qui lui conviennent le mieux, elles devront normalement faire l'objet de manipulations destinées à les présenter sous les formes requises pour la vérification des hypothèses. Ces manipulations sont toujours délicates car elles peuvent altérer les caractères de fiabilité qui ont précisément justifié l'utilisation de ces données. Certaines bases de données accessibles sont avares quant à la méthodologie sous-jacente à leur production. L'absence de définition précise de la population investiguée, de la période temporelle considérée, des concepts et des indicateurs augmente sensiblement le risque d'interprétation erronée des résultats. F. Méthode complémentaire. Les données statistiques recueillies font normalement l'objet d'une analyse statistique des données. Les données recueillies dans les documents de forme littéraire sont utilisées dans divers types d'analyses et en particulier dans l'analyse historique proprement dite et l'analyse de contenu. De plus, il est courant que les méthodes d'entretien et d'observation soient accompagnées de l'examen de documents relatifs aux groupes ou aux phénomènes étudiés. D'une manière générale enfin, les méthodes de recueil de données existantes sont utilisées dans la phase exploratoire de la plupart des recherches en sciences sociales. G. Formation requise. S'il s'agit d'aller chercher des données dans une bibliothèque ou sur Internet, une formation spécifique n'est pas inutile. On a déjà traité de la recherche bibliographique dans l'étape 2, l'exploration. Sur Internet circulent de nombreux outils ayant la prétention de guider le chercheur dans sa recherche. Le lecteur attentif remarquera que la majorité d'entre eux n'envisagent qu'un moteur de recherche, par exemple Google. Il existe aussi des ouvrages spécialisés dans le domaine, par exemple celui de B. Phoenix Ryu et de S. Kakali intitulé Guide de recherche sur Internet. Outils et méthodes, Paris, Armand Collin, 2005. Ils permettent de distinguer les différents outils du web, les moteurs de recherche et leurs fonctionnalités, les caractéristiques des métamoteurs et donnent de nombreux conseils pour une recherche efficace, les formats de mots-clés et d'interrogation, des exemples. Pour le recueil de données statistiques, une formation en statistique descriptive, de préférence en épistémologie. En effet, il ne faut pas se laisser abuser par les données chiffrées qui, comme toutes les autres, ne sont pas des faits réels, mais des faits construits,
c'est-à-dire des abstractions censées représenter des faits réels. Si ces données permettent donc de se faire une image plus ou moins correcte de la réalité, elles n'ont en revanche de valeur et de sens que si l'on sait comment et pourquoi elles ont été construites. Pour le recueil de documents de forme littéraire et audiovisuelle, une formation en recherche et en critique des sources documentaires, qui fait rarement l'objet d'un enseignement spécifique dans les universités et les écoles supérieures.